Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce débat qui a pour titre Dépasser l'État en misarchie et ailleurs. Donc, on a invité pour ce débat Emmanuel Dockès, qui est professeur de droit, qui est l'auteur de ce livre Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire aux éditions du Détour. Ce débat est organisé par 6 associations, organisations que je vais citer ici. Donc le réseau Autogestion Alternative, Altermondialisme, Écologie et Féminisme, qu'on appelle aussi AAAEF, l'association Autogestion, les Amis de Tribune Socialiste, l'Observatoire des mouvements de la société, qu'on appelle HOMOS, souvent, le Temps des Lilas, et Solidarité, Écologie, Gauche Alternative. Bien, je me présente, je suis Benoît Boritz de l'association Autogestion, donc je vais animer ce débat ce soir en commun avec Fabien Marco, il est là, dans l'entrebâillement du Temps des Lilas. Donc tout de suite, je voudrais remercier Fabien Marco et surtout l'équipe de TV Debout qui est ici présente pour normalement retransmettre et tout au moins enregistrer, faire une vidéo. Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de retransmission, c'est ça ? Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de retransmission. Bon. Puisqu'on avait même prévu un hashtag dièse misarchie, de façon à ce que de l'extérieur, des gens puissent poser des questions grâce à Twitter. Bon, cela n'aura pas lieu, mais on aura au final une vidéo pour ceux qui n'ont pu se rendre aujourd'hui rue de Malte. Alors, on invite aujourd'hui Emmanuel Dockès, pas tellement pour présenter son livre, parce qu'il n'en a pas besoin. C'est un livre qui s'est déjà bien vendu, il a un petit succès en librairie, je crois qu'il faut le dire, mais plus pour travailler ensemble, élaborer par rapport à des concepts qu'il a développés dans ce livre et de développer autour du thème de dépassement de l'État. Dépasser l'État, c'est ce thème qu'on a choisi. Il y aura sans doute un autre débat programmé, peut-être à la rentrée de septembre, sur d'autres thèmes. On va parler autour de ce livre et pas que. Voilà. Alors, quelques mots cependant pour présenter ce livre. D'abord, ce n'est pas a priori un essai politique. C'est une histoire. Ce n'est pas non plus un roman. C'est en quelque sorte un livre un petit peu inclassable, mais qui a quand même une valeur d'essai politique et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Alors, c'est une histoire, c'est l'histoire de Sébastien Debourg, qui est professeur de droit à l'université de Cergy-Pontoise, entre la quarantaine et la cinquantaine, toute ressemblance avec l'auteur est fortuite et involontaire, qui part en avion à Sydney pour un colloque international. Et puis, l'avion n'arrivera jamais à bon port. Il y a un ennui technique, il est obligé d'atterrir en urgence dans une prairie, et il n'y a vraiment personne pour les aider. Heureusement, ça se passe bien d'ailleurs. Il n'y a pas de morts, que des blessés vraiment légers, et Sébastien Debourg décide de partir à la recherche de secours, rencontre des gens relativement curieux, et puis découvre qu'il est dans un pays qu'il ne connaissait pas, l'Arcanie. Et l'Arcanie vit sous un régime politique très particulier qui s'appelle la misarchie. Mis, on reconnaît le terme latin, vous le retrouvez le même dans misanthrope, qui n'aime pas l'être humain. Et misarchie, archie dans anarchie, c'est l'autorité. Donc la misarchie des gens qui n'aiment pas l'autorité. Voilà en 2 mots, je dirais, le thème. Il arrive dans ce pays qui est un pays à la fois relativement écolo et en même temps très très high-tech, très avancé par certains aspects. Ils ont tous des flashettes qui nous font un petit peu penser à nos smartphones quelque part. Voilà, c'est un titre d'exemple. Et puis il va arriver toute une série d'aventures à ce Sébastien Debourg. Il va une aventure amoureuse. Il va y avoir quelques galipettes. Oui, ça a l'air d'être un livre assez enfantin. Non, c'est pas tout à fait un livre pour enfants là-dessus. Il va s'apercevoir qu'il est un primo-arrivant pour ce pays. C'est-à-dire qu'il arrive, il est nouveau dans ce pays, et il va découvrir comment on accueille les gens qui sont extérieurs à ce pays, comment ils sont, comment ils s'insèrent dans cette société. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Et en fait, on est aussi bien libre de venir s'installer dans ce pays qu'on est libre de le quitter, de partir. Il lui arrivera d'autres aventures, il sera poursuivi en justice, donc on aura un petit avant-goût de ce que peut être une autre justice. Il donnera des cours dans une faculté, c'est normal, droit, c'est ce qu'il connaît.
Il participera même à la création d'une start-up destinée à l'alimentation, donc une alimentation plutôt écolo d'ailleurs, chose intéressante. Il rencontrera des gens, mais vraiment en couleur. Alors, évidemment, on pense tout de suite à la belle Clisthène, avec qui il a cette idylle durant, je dirais, les 3/4 du livre à peu près. Il rencontrera Geoson, qui est, je dirais, qui va lui expliquer les fondements de la misarchie et qui lui lance cette start-up. Il va rencontrer une secte sadomasochiste. Il va même rencontrer des opposants au régime, hein, les fameuses cravates bleues. C'est un gang terrible qui aimerait bien, est nostalgique du capitalisme, aimerait bien que ça revienne. C'est des admirateurs de la France, de Bernard Arnault, entre autres, de ces grandes fortunes qui se sont montées en France, qui témoignent, je dirais, d'un esprit entrepreneurial fabuleux en France. Et puis, le livre va se conclure par un chapitre dans lequel il y a des élections dans un pays voisin, l'Alterbrie, dans lequel il y a une coalition misarchiste qui est présente, qui se bat pour les élections et qui va remporter la majorité. Et on a un deuxième pays, l'Alterbrie, qui va probablement rentrer en misarchie très très prochainement, ce qui nous permet bien sûr d'aborder de façon tout à fait sérieuse la question de la transition. Je ne vais pas vous en raconter plus pour ne pas vous priver du plaisir de lire ce livre si des fois vous ne l'aviez pas lu. On vous avait demandé, on vous avait préconisé, je dirais, de lire ce livre. Bon, soyez rassurés, si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave, puisque les éditions du Détour sont aujourd'hui présentes. On va remercier d'être ici. Donc vous pouvez aller rechercher, acheter le livre. Aujourd'hui, ça n'est pas tard, bien entendu. Mais on va l'aborder aujourd'hui du point de vue du débat. Et si, je dirais, ce livre devait être un essai politique et qu'on devait le résumer, je dirais qu'il y a deux grandes idées maîtresses dans ce livre. La première, c'est une idée profondément anticapitaliste. Emmanuel Docquès distingue deux formes de propriété. La propriété d'usage. Bon, schématiquement, je suis propriétaire de mon appartement et je l'habite. C'est une propriété d'usage. Je travaille dans une entreprise et je suis copropriétaire de cette entreprise. C'est une propriété d'usage. Et une autre propriété qu'il appelle la propriété dominante, où cette fois-ci, oui, je suis propriétaire d'un appartement, mais ce n'est pas moi qui y habite, je le loue, et c'est quelqu'un d'autre qui paye pour habiter chez moi. C'est une propriété dominante. Je suis actionnaire d'une entreprise dans laquelle je ne travaille pas. Et j'espère, bien entendu, tirer un revenu de ce genre de choses. Alors la position d'Emmanuel Docquès là-dessus est relativement claire. C'est une des règles de la misarchie, c'est l'abolition de la propriété dominante qui est vue comme un élément d'exploitation, d'aliénation, et qui entrave de facto la liberté des gens de ce pays. Ça n'empêche pas d'ailleurs Emmanuel Docquès d'être relativement pro-entreprise. Tout à l'heure, on a parlé d'une start-up. Il est possible de créer des entreprises, il est possible d'initier une activité économique. Il parle notamment d'un terme de golden share qui m'amuse énormément. L'anglicisme m'amuse dans cette société. Bon, c'est un brin provocateur. Bon, mais cette première position, je dirais, d'Emmanuel Docquès, c'est pas celle-là dont on va débattre ce soir. Parce que ça va nous amener sur explorer différents champs qui touchent à la monnaie, à l'investissement, au financement, à la nature même de la propriété. On va écarter, si vous le voulez bien, ce débat ce soir, ce qui n'empêche pas qu'on se retrouvera très probablement plus tard sur ce type de débat. Le deuxième aspect, c'est une société, je dirais, anti-autoritaire. C'est une société de liberté, pour être relativement clair. Sur le papier, on pourrait imaginer que l'interdiction de la propriété dominante pourrait se faire dans un régime autoritaire. Sur le papier, oui. Je pense que c'est un non-sens. C'est-à-dire que les expériences du siècle passé nous ont montré que lorsqu'on avait une société autoritaire, on avait toujours la formation d'une couche supérieure, d'une élite. Et au final, cette élite aura vite fait de vouloir à tout prix rétablir la propriété dominante de façon à bénéficier pleinement des avantages qu'elle saurait tirer de cette situation. Vous savez à quoi je fais allusion, bien entendu. Donc je pense très profondément que l'un va avec l'autre, même si théoriquement on pourrait dire que ce sont deux concepts séparés. L'un va avec l'autre. Donc c'est sur cet aspect anti-autoritaire qu'on va se consacrer ce soir. Alors,
je dirais, anti-autoritaire ne signifie absolument pas qu'il n'y a pas de règles dans cette société. Il y a toute une série de règles qui s'auto-instituent, qui s'établissent, qui se discutent, qui sont acceptées par toutes et tous et sont, je dirais, littéralement implémentées. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le roman qu'avait effectivement, à un moment donné, il était assigné en justice, il a dû se défendre, hein, donc c'est qu'il avait enfreint une règle, visiblement. Donc il y a des règles. Et ces règles, ce qui est intéressant, c'est qu'elles fonctionnent dans une optique de dépassement de l'État, dans une architecture institutionnelle dans laquelle on a une loi fondamentale, un code supplétif, des districts, des associations. Donc c'est de cette architecture institutionnelle que nous allons débattre ce soir. Et puis je ne vais surtout pas dévoiler ce que ces termes veulent dire et je vais laisser Emmanuel compléter et poursuivre le débat. Merci beaucoup Benoît. Bonjour à tous. Merci d'être là. Ce que Benoît a décrit, c'est un livre qui a l'air assez sympa. Et ce qui m'a donné, en revanche, comme mission, c'était de décrire quelque chose qui est assez technique, en fait. La forme choisie, qui est celle du roman, est vraiment une forme, c'est pas un roman. La réalité, c'est que c'est bien un essai politique sur lequel j'ai pas mal travaillé, que j'ai essayé d'abord d'écrire sous forme d'essai politique, mais avec un référencement de notes de bas de page. Écrire quelque chose qui corresponde à un système global, ça demande beaucoup trop, en fait, de volume, et ça devient complètement illisible. Rien que sur la théorie de la propriété, il m'aurait fallu au moins 400 pages, et à la fin, il m'aurait fallu 12 tomes. Et donc, pour donner un aperçu d'une possibilité de réorganisation globale de la société, l'utilisation de la forme utopique m'a paru plus simple et aussi plus agréable. Mais en réalité, derrière cette histoire-là, il y a quand même une architecture assez précise. D'ailleurs, à la fin du bouquin, il y a une table thématique, comme dans un essai, quoi, finalement. L'idée générale du livre était d'essayer de dire franchement, non pas ce qui était possible aujourd'hui, maintenant, dans l'état actuel des forces politiques, mais de dire une bonne fois pour toutes ce en faveur de quoi je suis, en l'occurrence. Donc, de pouvoir dire franchement mes opinions politiques, lesquelles ne sont absolument pas présentes dans le débat politique actuel, sauf à l'état de trace où il y a des associations qui se battent avec des idéaux, il y a des choses qui existent par-ci, par-là, mais quand on regarde les partis politiques, ils n'ont que des programmes de type modification finalement à la marge de nos sociétés, mais plus aucun ne remet en cause l'essentiel de la structure. Or, si on veut essayer d'imaginer une étape qui aille au-delà de ce qui a été inventé il y a bien longtemps, à savoir la démocratie libérale, et que ce soit une amélioration, c'est-à-dire pas sombrer dans une forme de totalitarisme comme on l'a malheureusement vécu. Il faut, si on veut aller dans cette direction-là, il faut reprendre un peu le travail, et ça n'a pas été fait depuis assez longtemps finalement. Et moi, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, d'essayer de reconstruire finalement un horizon un peu plus lointain et aussi un peu plus ambitieux que ce qu'on nous vend habituellement. J'ai bossé pendant assez longtemps en fait. Et ça relève, enfin c'est un nombre d'années considérables qui sont résumées sous la forme d'un petit roman sympatoche, mais en réalité derrière, bon, c'est un peu technique. Donc, puisque c'est ce qui m'a été demandé, je vais vous décrire l'architecture. Laquelle architecture est... Alors, on va parler donc de l'aspect organisation qui se substitue à l'État, en quelque sorte. Que les choses soient claires, cet objectif-là n'est possible, d'après moi, qu'après, ou qu'en même temps plutôt, que le capitalisme tel qu'on le connaît a été supprimé. Car actuellement, on a un conflit, une espèce de balance de pouvoir entre État et capital. Et dans cette balance de pouvoir, c'est plutôt le capital qui gagne. Donc on peut aujourd'hui envisager la démocratisation de l'État, mais pas sa disparition si on laisse le capital, parce que sinon, ce sera le capital qui triomphera partout, et ça va pas être très très chouette. Donc ce n'est qu'en condition d'affaiblissement et de suppression du capitalisme qu'on le connaît, qu'on peut aller vers une démocratisation de tel niveau que le concept même d'État finit par disparaître. Donc c'est bien dans cette optique-là que je me mets.
Hein, c'est pas dans l'optique d'abîmer l'État sans abîmer le capital, qui deviendrait une espèce d'horreur triomphante, comme il l'est d'ailleurs en grande partie déjà. Alors, la suppression de l'État, ça se fait d'abord à un niveau conceptuel, et de ce point de vue-là, c'est assez facile. L'idée d'État est entièrement mythique, si on creuse un tout petit peu. Vous vous apercevrez que l'idée de souveraineté et l'idée de monothéisme, c'est très largement la même chose, que le mythe plénipotentiaire, tout ça, c'est assez bidon, et que même lorsqu'on considère que le souverain est situé tout en bas, par exemple au niveau d'une commune, pour faire une fédération de type proudhonien un peu libertaire, dès lors qu'il y a un souverain et qu'il délègue d'une manière ou d'une autre des parcelles de sa souveraineté, on a toujours une pyramide qui se construit, et cette pyramide est toujours porteuse de dangers despotiques. Dès lors, le mythe de la souveraineté peut et doit être abandonné. Si on réfléchit un tout petit peu, si on abandonne un peu l'idée d'État et sa mythologie, vous verrez que... Alors, le problème, c'est qu'il va falloir aller assez vite, quoi. Donc, mais juste pour vous donner quelques idées, certaines grandes distinctions qui nous sont absolument coutumières et hors desquelles il est presque difficile de discuter tellement elles sont habituelles, c'est public-privé, ou intérêt général, intérêt particulier. Si vous avez supprimé le concept d'État, vous vous apercevez que ces distinctions sans lesquelles on n'a presque plus la possibilité de s'exprimer perdent leur sens. Alors, une fois qu'on a enlevé tout ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Attention, il est un certain nombre de fonctions régaliennes ou de fonctions même de l'État-providence qui apparaissent juste nécessaires. Impôts, services publics, police. Si on est dans un univers non idéal, c'est une utopie, mais c'est pas un univers idéal. Les êtres humains sont pas changés, c'est les mêmes que nous. Donc, il existe des violences, il existe des problèmes, il existe toutes sortes de difficultés, et donc il existe des agressions sexuelles, et donc il existe aussi des forces de police. Donc, on a des fonctions régaliennes qui sont indispensables. On a aussi des fonctions de type État-providence en faveur desquelles je suis. Moi, je suis un gars qui est plutôt pour la sécurité sociale, des trucs comme ça, vous voyez. Et puis pour l'éducation libre, gratuite. Et donc, ayant ce genre de souhait-là, comment est-ce que je peux marier ça avec une disparition de l'État? En fait, c'est pas très difficile. Les fonctions régaliennes peuvent très bien exister sans roi. Les fonctions de l'État-providence, en fait, peuvent très bien être exercées sans État. Ce que je vais démontrer. Mais il convient de les préserver. Hein. Il ne s'agit pas de supprimer l'école gratuite. J'y suis favorable, naturellement. Alors, enfin, naturellement ou pas. Enfin, en tout cas, j'y suis favorable. Hein. Peut-être pas droit naturel, non. Mais bon, passons. Après avoir un peu creusé le truc, il me semble qu'il n'existe de manière conceptuelle, solide, que deux types d'organisation. En essayant de débarrasser ces types d'organisation de leur contenu mystique, qui sont très présents dans toutes les organisations. On a des organisations auxquelles on adhère, dont on peut partir librement, et qui aussi, éventuellement, peuvent vous virer. Ce sont des gens qui se regroupent parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Alors, on y vient si on veut, et aussi, des fois, on expulse quelqu'un, il y a des licenciements, il peut y avoir aussi des expulsions. C'est le modèle de l'association, au sens où on le fait. On peut s'associer, on peut démissionner d'une association, et aussi, sous certaines conditions, l'association peut décider que tel ou tel membre doit être exclu. C'est quelque chose qui existe. Donc on est sur un mode volontaire, à la fois pour savoir qui est dedans, qui est dehors, qui on rentre, si on sort. Bon, c'est ce genre de dimension-là. C'est un type d'organisation. Et puis, il y a un autre type d'organisation qui n'est pas volontaire. Par exemple,
l'État auquel on pense, c'est pas volontaire. Vous choisissez pas tant que ça d'appartenir à un État, il y a qu'à voir, c'est difficile. Mais nous, on n'a plus d'État, mais plus généralement, il existe une deuxième sorte d'organisation que j'ai appelée les districts. J'ai dit association pour les associations, c'était simple. Oui. Et du coup, les associations, c'est beaucoup de choses hein, dans ce livre-là, puisque les associations, c'est tout ce dont on peut rentrer, on peut sortir. Donc, on a dans les associations, on a les entreprises, les religions, la famille, tout ce dont on peut, tout ce à quoi on peut adhérer, tout ce de quoi on peut se retirer. Et puis, il y a un deuxième type d'organisation, celle dans laquelle on n'adhère pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas non plus être chassé. Ce sont des organisations auxquelles on appartient finalement de manière impérative et en misarchie, puisqu'on n'a pas de nationalité, tous ces trucs-là qui sont assez désagréables. Il s'agit d'organisations dont les membres sont membres de cette organisation-là du fait de leur lieu de résidence. Vous résidez là, donc, automatiquement, vous appartenez à telle organisation. Cette organisation-là ne pourra pas vous chasser, vous habitez là. Vous ne pourrez pas refuser d'appartenir à cette organisation, vous habitez là. Ça vaut évidemment pour l'organisation qui fera le plan d'urbanisme. Vous allez subir le plan d'urbanisme puisque vous habitez là. Et donc c'est impératif, vous voyez ce que je veux dire. Donc ceux qui font le plan d'urbanisme bien sont organisés en districts, puisque tous ceux qui y habitent y sont soumis, et puis qu'on ne va pas chasser quelqu'un de là où il habite, on va simplement lui imposer le plan d'urbanisme. Alors on a toute une série de sortes de districts, c'est-à-dire que toutes les organisations auxquelles on appartient, sans y consentir. Par exemple, le réseau de distribution d'eau. Il faut bien l'eau potable. Et puis, alors on pourrait dire qu'il y a 12 trucs en concurrence. C'est pas vrai, il n'y a qu'un seul tuyau. Donc à partir du moment où il n'y a qu'un seul tuyau, il n'y a qu'un seul réseau, il y a une situation de monopole et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé Et donc c'est un district, puisque vous ne pouvez pas choisir en réalité d'appartenir au... la police aussi, vous ne pouvez pas dire moi je refuse d'adhérer à la police, d'ailleurs je suis un gangster. Non, ça va s'imposer à vous, et donc vous serez automatiquement, parce que vous habitez dans ce coin-là, soumis à la police municipale, ou l'autre, une police plus générale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des organisations volontaires, des organisations qui ne le sont pas. Comme c'est de l'ultra-démocratie, toutes les organisations sont organisées sur une base démocratique. Toutes les organisations sont construites sur des bases hyper démocratiques, puisque tant qu'on y est, alors je ne rentre pas dans les détails, mais on a du tirage au sort, on a de l'élection, on a du référendum, ça dépend de la taille évidemment du truc, on va peut-être pas s'emmerder à faire une machine à gaz si on n'est que 12. En revanche, si on est dans ce district, si on est 300 000, il va falloir faire une petite machine à gaz, sinon on ne sera plus en démocratie. Sans rentrer... Bon. Alors, voilà le système. Ces différentes organisations ont des fonctions absolument variables. Et certes, on ne peut pas choisir d'adhérer à un district ou de démissionner d'un district, mais il est toujours possible de faire scission. Alors pour faire scission, vous vous mettez à plusieurs et vous faites scission. Ça peut être à un niveau assez important, à un niveau plus petit, sauf cas d'impossibilité matérielle, toutes les scissions sont autorisées. Il y a une procédure un peu longue pour faire scission, pour éviter que les gens fassent scission toutes les 5 minutes. Donc il faut réitérer le vote plusieurs fois. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais la taille d'un district est finalement quelque chose qui est aussi décidé. La fonction d'un district est décidée aussi par les membres du district. Vous avez des organisations qui peuvent être plus ou moins généralistes. Rien n'interdit d'avoir une organisation démocratique qui s'occupe de l'eau. Et puis c'est tout. Et comme c'est l'eau, évidemment, à partir du moment où c'est un district, les personnes qui vont voter dans le district de distribution de l'eau sont les usagers, ceux qui habitent,
qui vont voter pour gérer l'eau. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une association de travailleurs, vous remarquerez. Donc les travailleurs du district de l'eau sont bien subordonnés aux usagers. Et encore plus, évidemment, lorsque c'est le district de la police. En revanche, les entreprises, les associations, en principe, lorsqu'elles sont donc pas en situation monopolistique, en situation concurrentielle à peu près décente, eh bien, elles sont organisées en associations de travailleurs, et c'est les travailleurs qui décident, pas forcément toujours de manière égalitaire, mais ça, on a dit qu'on n'en parlait pas. C'est le truc un peu compliqué qui permet de réserver l'investissement. Voilà pour la typologie des organisations, finalement, c'est assez simple, association, district. Maintenant, qu'advient-il de l'État, une fois qu'on a compris ça? Alors, il disparaît comme entité unitaire. Mais ça ne veut pas dire que ces fonctions ont disparu. Simplement, elles sont assurées par des districts distincts. Vous avez, par exemple, on pourrait prendre l'éducation, par exemple, l'éducation gratuite. Alors, l'éducation gratuite, c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, on a un ministère de l'Éducation nationale qui centralise tout. Et tout ceci n'est pas finalement très libre. Donc, il faudrait améliorer les choses. On pourrait très bien voir. On a de l'impôt, hein. On a un système d'impôt, des fonds communs, on a de la monnaie. Tout n'a pas disparu. Hein. Eh bien, on a un district financeur de l'éducation au niveau global, lequel récupère une part d'un impôt qui a été collecté, laquelle part est décidée dans des grandes négociations qui ressemblent à des négociations interministérielles en quelque sorte. Et donc il a une part de l'impôt, et ensuite cette part de l'impôt est distribuée selon des principes, si possible, assez simples. Par exemple, une somme d'argent par élève, ou par nombre d'heures, on fait un système et ensuite des associations d'enseignement, moyennant peut-être des conditions, peuvent dispenser un enseignement et recevront ce financement qui vient du district distributeur de... on peut imaginer des systèmes assez similaires pour gérer l'équivalent de la sécurité sociale. Rien n'oblige, par exemple, l'hôpital. Si on a plusieurs hôpitaux, par exemple, si on est en région parisienne, il y a plusieurs hôpitaux, les gens ont un certain choix. S'il y a un seul hôpital, il n'y a rien à faire, les gens n'ont pas le choix, ça sera un district. En revanche, s'il y a plusieurs hôpitaux que les gens ont le choix, rien n'interdit que ce soit des hôpitaux autogérés, mais financés par des districts financeurs qui eux-mêmes récupèrent une part de l'impôt qui a été récupéré de différents moyens. Vous allez me dire c'est compliqué. Et oui, c'est compliqué. Les structures de plus grande liberté sont des structures plus compliquées que les structures despotiques. Si vous voulez faire une tyrannie, c'est super simple. Vous dites le chef décide de tout et c'est fini, vous n'avez besoin que d'une règle. Si vous voulez faire une démocratie au sens où on le connaît, il vous faut déjà une bonne grosse constitution. Si vous voulez assurer plus d'autonomie et plus de liberté aux personnes, il va falloir vous organiser encore un petit peu plus que ça. Je pense que la liberté n'est pas une simplification des normes, laquelle... Alors, je veux dire, je suis favorable à la simplicité, au maximum... Mais une certaine dose de complexité liée à la division des pouvoirs est indispensable à la génération d'un équilibre des pouvoirs. Et si l'on veut que le pouvoir partout arrête le pouvoir, il faudra qu'il y ait plus de pouvoir. Et donc une balance des pouvoirs un petit peu plus compliquée qu'un président jupitérien, ou même qu'un État beaucoup plus démocratique comme le nôtre, qui est par exemple l'État suisse, qui est vraiment... très au-delà de notre niveau, mais qui néanmoins conserve cette simplicité de la généralité. C'est-à-dire on est dans le plénipotentiaire à un moment ou à un autre, et cette vision plénipotentiaire est porteuse d'éloignement des décisions par rapport au peuple, de perte d'autonomie, d'autorité. Donc si on veut réduire l'autorité, il est nécessaire de penser à des organisations, à mon avis, un peu plus diverses et un peu plus riches
est aussi un petit peu plus complexe que l'organisation étatique. Soit dit en passant, notre État est de toute manière beaucoup plus compliqué que ce que j'entends créer. Si je veux vous expliquer la pyramide théorique qu'est notre État, ça va être très facile. Parce que je veux dire le président, le gouvernement, le Parlement, je veux dire des gros trucs, d'accord ? Mais si je veux vous raconter le fonctionnement d'un ministère pour de vrai, ou par exemple le ministère du Travail, avec toutes ses branches, tous ses détails, tous ses machins, tous ses contre-trucs, ses contre-pouvoirs et ses bidules, vous verrez que la complexité, elle est là. Elle est gigantesque, la complexité dans laquelle on se noie aujourd'hui. Et simplement, cette complexité est masquée par une apparence d'unité. Si je coupe la tête de l'État et que je fais apparaître la pluralité qui est dessous, vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression que je crée de la complexité. En fait, je ne fais que révéler un certain niveau de division qui, par ailleurs, existe déjà en partie. Je le révèle, en quelque sorte, donc ça donne une apparence de plus grande complexité. Mais non seulement je le révèle, mais aussi je l'institue, et donc je favorise une plus grande division des pouvoirs, et donc une plus grande diversité que ce qui existe aujourd'hui. Alors, après, il y a des questions qui se posent du genre, en misarchie, quels sont les districts qui sont organisés au niveau de l'ensemble du pays ? Alors, il y a sûrement une police au niveau de l'ensemble du pays, il y a sûrement un financement de la santé et des impôts de solidarité qui existent au niveau de l'ensemble du pays. Il existe sans doute un seul réseau de télécom, parce que c'est pas la peine d'en avoir 4 qui se font concurrence, c'est une déperdition d'énergie considérable. Il existe l'équivalent d'une banque centrale, et chaque fois, ces districts sont gérés avec des élus et des tirés au sort. La banque centrale, on élit des gens à la banque centrale, et on tire au sort des citoyens qui viendront contrôler le fonctionnement des élus. Au niveau de la structure normative, eh bien, en fait, toutes les associations, c'est le cas aujourd'hui, tous les districts, toutes les organisations créent des règles. Aujourd'hui, si vous créez une librairie, vous allez voir qu'il y a des règles internes à la librairie. Hein. On va mettre des horaires, on va mettre... le fait que toutes les organisations créent des règles est une espèce d'évidence qui existe déjà aujourd'hui et qui perdure simplement. Qui perdure dans le système misarchiste. Donc on a des niveaux de règles aussi variés qu'il existe des associations et des districts variés. Alors comme on est tellement habitué à l'État, généralement on me demande, oui, mais alors, où sont les règles suprêmes? Où sont il existe bien des règles qui s'appliquent partout, donc dans l'ensemble du pays, je veux dire. Il existe bien des règles qui sont impératives, c'est-à-dire des règles, on ne peut pas y échapper. Alors, c'est ces règles-là que j'ai appelées les fondamentaux. Il en faut, je suis un type assez modéré, il en faut, un droit pénal commun de base me semble nécessaire si on veut prohiber un peu partout un certain nombre de choses, dont le meurtre. Mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi, peut-être que le SMIC aussi, c'est une règle commune impérative. Peut-être que... Alors, quelle est la quantité de règles impératives nécessaires pour tous ? Ouf, ça se discute, vous voyez. C'est bien difficile. Est-ce que cette règle-là peut être plus utilement déléguée à un niveau infra ? Peut-être. C'est extrêmement discutable. En tout cas, je pense qu'il y a un premier corps de règles qui est général et impératif. Et donc, il va nous falloir un certain nombre d'institutions capables de créer ces règles, de gérer ces règles, de modifier ces règles, et avec certaines limites. Donc, il convient que ces institutions-là, vous comprenez, ne gèrent pas, par exemple, le budget. C'est ça la division étatique. Vous aurez bien quelque chose à ce moment-là qui ressemble à un parlement, mais peut-être qu'il y en aura même plusieurs, peut-être qu'il y en aura un qui sera une espèce de parlement chargé de la construction des règles impératives communes en droit pénal. Peut-être qu'il y en a un autre qui sera chargé de la construction des règles impératives communes en droit du travail.
Et en tout cas, ces parlements, même si peut-être ce sera le même, oui, après, chacun fait bien un peu comme il veut aussi, ce que je veux dire. Donc, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit le même qui fait tout. C'est-à-dire, si on a un parlement qui fait tout, vous avez reconstitué l'État. Donc, typiquement, l'aspect financier, il faut absolument qu'il soit géré par d'autres personnes. On parlait de l'éducation. Moi, je pense que c'est bien aussi que ce soit géré par des personnes un peu... Alors, cette division-là présente des inconvénients de complexité. Cette division-là présente des avantages aussi. Elle présente l'avantage de la compréhension du sujet par les personnes qui sont élues. Si vous élisez des personnes, comme on le faisait dans les entreprises, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au CHSCT, vous élisiez des personnes spécialisées en termes de sécurité, en matière de sécurité, et qui étaient capables de gérer un peu la question de la sécurité dans l'entreprise. Quand vous faites que des généralistes, comme on le fait dans le comité social et économique aujourd'hui, eh bien vous élisez des gens qui, très probablement, seront assez incompétents en matière de santé et de sécurité. Notre Parlement, c'est ça. Hein. On élit que des généralistes, et donc, pour la plupart, ils sont complètement incompétents. Ce qui génère des problèmes. C'est-à-dire que quand ils votent les règles, les lois, soyez tranquilles qu'ils n'y comprennent rien. Parfois, ils se spécialisent sur un texte, et ils arrivent à comprendre grosso modo ce qu'il y a dans ce texte. Mais le reste du temps, ils votent des textes qu'ils n'ont même pas lus, et auxquels ils ne comprennent rien. Donc la spécialisation, c'est pas forcément une mauvaise idée. On aurait des gens un peu compétents. Attention, technocratie. Donc indispensable, mise en place aussi de tirés au sort qui viennent en face, probablement avoir le dernier mot d'ailleurs, parce qu'ils seront suffisamment influencés comme ça par les technocrates qui seront élus, et ça pose des problèmes des élections. En fait, toutes les sortes de pouvoirs posent problème. Et donc, à chaque fois, il n'y a pas de solution, vous comprenez, autre que de mettre une autre sorte de pouvoir en face. Et comme ça, on n'a pas résolu le problème, mais on l'a adouci. Si vous mettez des tirés au sort seuls, ça va donner plein de problèmes aussi. Vous aurez de la démagogie, vous aurez toutes sortes de risques. Si vous ne mettez que des élus, vous avez les risques qu'on connaît. Là, on les connaît mieux, ceux-là. C'est pas la peine de vous faire un dessin. Si vous mettez les deux, est-ce que vous avez résolu le problème? Non. Vous avez adouci les différents problèmes et généré une balance des pouvoirs et donc amélioré le niveau de démocratie. Et c'est exactement l'objectif. Voilà. Bon. Après, ce niveau de norme impérative, vous avez un autre niveau de norme qui est supplétif, c'est-à-dire qu'on peut, si on organise un contre-code, s'en extraire. Mais le contre-code doit être global et seules les associations idéales peuvent le faire parce que c'est quand même quelque chose qui doit être doté d'une certaine généralité, mais simplement il faut quand même qu'il y ait une faculté d'en sortir. Il existe aussi la possibilité de construire parfois des associations qui sont aussi des districts, c'est ce que j'ai appelé l'écotex, enfin bon, et qui sont, à ce moment-là, c'est dangereuse parce que les adhésions risquent de devenir, on n'adhère plus qu'à un seul truc et ça c'est hyper dangereux parce qu'il peut y avoir des formes d'oppression et donc on limite la taille. Après, si vous voulez, il y a plein de détails. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui m'apparaisse souhaitable et praticable avec une humanité normale, telle qu'on la connaît, mais néanmoins qui soit vraiment une étape dans la démocratisation en quelque sorte, qui soit au-delà de ce qu'on connaît et de ce qu'on a connu. Se dire, ça suffit. Est-ce qu'on peut penser un au-delà de ce qui existe mieux que ce qui existe? Je pense que oui. On se l'est interdit depuis un certain nombre d'années parce que à chaque fois qu'on avait essayé de penser un au-delà meilleur, ça a fait pire. Et donc maintenant, on a peur. Vous comprenez? On a eu peur de penser à gauche. On s'est dit, à chaque fois qu'on a pensé un truc, ça nous a fait des trucs atroces. Bon, c'est bon, maintenant on le sait, quoi. On sait qu'il y a le totalitarisme, on sait que l'être humain est capable de génocide, on a avancé sur notre connaissance du pire et notre connaissance de l'être humain. Ok, recommençons prudemment à essayer d'inventer le meilleur, sinon on va couler vers le pire. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, et on va peut-être pouvoir discuter. Merci.
tu vois, il ne marche pas. Oui. Je l'ai fait. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va prendre les premières questions pour Emmanuel. On en a préparé d'autres. On n'a rien sur le hashtag, je suppose, Fabien? Non, bon. Alors, allons-y. Tiens, tiens, on va commencer. Madame, voilà, allez-y. On va prendre 3 questions, là, voilà. Vous 3, allez-y. Alors, peut-être un micro, non? Eh ben, on va se promener. Ça n'est pas très grave. Voilà. Merci. Ma question, elle est autour de la notion de frontière, hein, aussi bien interne que externe. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe en misarchie s'il y a un collectif, on va dire, de gens qui ont envie de vivre dans le territoire de la nation, puisqu'apparemment on est au niveau d'un pays, autrement, selon d'autres règles. Et est-ce que le pays qui a voté, là, le pays voisin qui est en passe de passer donc sur le système misarchique, est-ce qu'il y a lieu de, du coup, devenir finalement un seul et même territoire, ou est-ce qu'on doit maintenir une frontière entre les deux, et pourquoi? À quoi il sert? Et in fine, du coup, il y a la question de, dans ce que vous avez élaboré et réfléchi, comment est-ce que vous pensez la question de la défense et de l'armée, donc? Oui, ma question, c'est sur le terme misarchie. Si j'ai bien compris l'exposé, on ne passe pas dans un... ce n'est pas un système sans autorité. C'est un système... on passe d'un système actuel d'une autorité non légitime à un système avec une autorité légitime. Misarchie n'est peut-être pas peut-être pas le bon mot. Evelyne Perrin, je n'ai pas encore lu le livre d'Emmanuel Docès et je voulais réagir plutôt qu'une question, mais en faisant très court, parce que pour moi, à partir du moment où on donne son pouvoir, on perd ce pouvoir. Alors, la solution qui serait d'opposer plusieurs pouvoirs entre eux pour diminuer la force de chacun, et peut-être une perspective, le partage du pouvoir pour moi est essentiel. Et ma deuxième remarque, c'est qu'il y a beaucoup de peuples, dont certains ont disparu, dont certains existent encore, qui n'étaient peut-être pas à des échelles territoriales immenses, mais parfois assez vastes, qui se dirigeaient par sans État, c'est-à-dire par d'autres formes de régulation, discutées par des collectifs à différentes échelles, que ce soit de villages ou de districts aussi. C'est bien décrit par Pierre Clastre dans La Société contre l'État. C'est-à-dire que nous, je pense qu'il nous faut revenir le plus possible sur des bases territoriales pour recréer un partage du pouvoir. Alors effectivement, la taille territoriale est vaste, plus c'est difficile et compliqué, mais je pense que, puis je ne vais pas réagir sur la police, parce que ces sociétés-là, gérer la justice et la police de façon discutée collectivement, vu la façon dont fonctionne la police et la justice, je m'excuse, là ça pose un gros problème de dire qu'on va maintenir une police au niveau global d'un vaste conglomérat. Merci. Alors, je l'ai fait dans l'ordre. La structure normative que j'ai esquissée est construite pour permettre la possibilité de vivre de manière différente. D'ailleurs, le personnage va d'abord rencontrer des communautés qui vivent de manière extrêmement variée. Si vous voulez vivre, je sais pas quoi, moi, le communisme total, avec pas de propriété du tout, si vous voulez vivre selon les préceptes d'une religion, si vous voulez vivre... je suis de ceux qui pensent que ça doit être absolument possible. Et donc, il convient que les règles impératives globales qu'on va maintenir, il y en aura,
C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que cette liberté-là conduise, par exemple, à faire, je ne sais pas moi, un système d'ultra-violence dans lequel les femmes sont, par exemple, des objets qui seraient à la disposition des hommes et qui n'auraient pas le droit de s'enfuir parce qu'on aurait mis des barbelés et puis on aurait restitué l'esclavage ou que sais-je encore. Tout ça doit être contraire à un ordre public. Donc si jamais c'est pour rétablir l'esclavage parce que les gars ont décidé que leur communauté idéale c'était une communauté esclavagiste, bon, ça va pas être possible, on les interdit. En revanche, au-delà du respect d'un certain nombre de normes de base, il convient qu'il y ait un maximum de possibilités de construction de modes de vie différents. Et c'est cette diversité-là qui est, à mon avis, absolument, absolument cruciale. Donc, d'ailleurs, le personnage rencontre des trucs qui le choquent. Et très bien. Et la tolérance, c'est ça. C'est d'accepter que des choses existent. Et si on parle fort comme ça, est-ce que vous nous entendez au fond? Oui. Et si on parle comme ça, vous nous entendez au fond? Oui. Ça va quand même? Oui. Ah, tu dis que tu comprends pas. On y va, allez. Allons-y. Bon, on va essayer de parler fort parce que la salle n'est pas forcément faite pour ça. Et si vous nous entendez plus derrière, ou alors si vous devenez sourd devant... Il y a des places devant. 1, 2. Jusqu'à la prochaine interruption, on va utiliser le micro. C'est plus cool. C'est plus cool. Donc après, il peut y avoir, d'un point de vue technique, des communautés territoriales exclusives, c'est-à-dire des gens qui sont dans un territoire et qui construisent un code alternatif aux codes globaux qui sont faits, qui sont justement les codes supplétifs, et qui vivent selon ces codes-là. C'est parfaitement possible. Simplement, lorsque l'adhésion à ce qui est à ce moment-là à la fois une association et un district association, parce qu'on peut en sortir, mais c'est aussi un territoire au sein duquel on a par exemple décidé que les gens vivraient selon le communisme total dans cette commune-là. Il convient que ce ne soit pas trop grand, parce que si c'est trop grand, la faculté de partir, la faculté de déménager, c'est une liberté qui en fait assez coûteuse. Et c'est comme quand on dit vous n'avez qu'à partir de l'État français si vous n'êtes pas content par ces lois. Oui, mes fesses, j'habite là, c'est mes amis, c'est malin. Donc en fait, il n'y a pas de vraie liberté de partir. Donc il faut que la taille soit limitée, et donc on a une règle impérative qui limite la taille des expérimentations les plus dures, c'est-à-dire celles qui sont en désaccord le plus large avec les normes habituelles, en quelque sorte, pour maintenir cette liberté de sortie. Parce que sinon, on va avoir des phénomènes. Il peut y avoir des phénomènes de despotisme très durs qui se recréent. Et c'était justement ça qu'on voulait éviter. Donc, éviter le despotisme, c'est permettre la diversité des modes de vie de façon absolue. Mais éviter le despotisme, c'est aussi permettre aux personnes qui sont dans ces modes de vie de leur accorder les moyens d'en sortir si elles le souhaitent. Ce qui n'est pas forcément garanti au départ. Donc, voilà pour cette question de la diversité. Pour la question de l'armée et de la défense, c'est une question évidemment très difficile. D'ailleurs, j'en ai pas traité en détail dans la mise archi. C'est une question très difficile. Après, je pourrais régler la question de la police plus facilement. La question de la police aussi, c'est dangereux. L'armée est encore plus dangereuse, puisqu'il s'agit de systèmes détenant de la force, et qui souvent, en plus, véhiculent des idéologies qui ne sont pas hyper démocratiques. Donc, on a là quelque chose de particulièrement dangereux, puisque c'est une source de pouvoir considérable. C'est donc une menace despotique considérable.
Et donc il faut faire extrêmement attention. Et que ce soit pour la police et a fortiori pour l'armée, mais déjà à un niveau encore infra pour d'autres fonctions de pouvoir qui pourraient se révéler despotiques, et notamment, comme il y a des impôts qui peuvent être très importants afin de maintenir une certaine égalité, pas égalité stricte, mais quand même, dans les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, on est dans des taux qui sont des taux qui pouvaient exister en Angleterre avant Thatcher, donc ça peut monter au-delà de 80% pour les revenus les plus élevés. Il convient d'avoir un certain contrôle de la monnaie et des flux financiers, et donc des personnes qui ont un contrôle et une visibilité des flux financiers, ce qui est aussi un pouvoir terrible qui pourrait dégénérer en despotisme aussi. Donc les menaces du pouvoir, je les vois. En revanche, la disparition, et là on va arriver, la disparition complète de la police, des contrôleurs financiers, ou la disparition complète même de l'armée, ou de quelque chose faisant fonction d'eux, me semble difficile en univers réaliste. C'est-à-dire, la disparition de la police, tant qu'on a des violeurs en série, ça ne va pas être possible. La disparition des contrôles financiers, tant qu'on a des gens qui veulent faire de la fraude fiscale, ça va être difficile. Et la disparition de l'armée, tant qu'on est entouré d'un environnement agressif. Or, si on devait avoir, par exemple, la misarchie en France, je peux vous dire qu'il y en aurait un environnement agressif. Il serait indispensable d'avoir des méthodes de défense. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes méthodes de défense que celles qui sont celles de l'armée française d'aujourd'hui. Bien sûr, on peut faire beaucoup mieux. On peut avoir des élections des officiers, on peut avoir des contrôles, on peut avoir des divisions. On peut aussi miser sur des tactiques de guérilla plutôt que sur des tactiques de colonnes de chars. Après tout, c'est ça qui a permis la décolonisation. On peut avoir des mesures à la Suisse. Enfin, il s'agit de faire de la dissuasion, mais il peut aussi y avoir des mesures, des organes de sécurité pour la sécurité Internet, pour la sécurité, parce qu'il peut y avoir ce type d'agression aussi. Et donc, est-ce qu'il y a des formes d'exercice de violence qui devraient être organisées? Malheureusement, l'être humain extérieur ou intérieur étant susceptible de violence, des contre-violences doivent pouvoir être présentes en défense. Il n'est pas question que cette liberté extrême devienne la liberté extrême des agresseurs extérieurs ou des mafias intérieures. La disparition de l'État qui a eu lieu en Albanie n'est pas un modèle. À la chute d'Enver Hoxha, l'État a disparu pendant un temps, ça s'est vraiment cassé la gueule. Ça fait pas rêver. C'était plein de mafias qui ont commencé à se taper sur la gueule. Et si vous laissez, c'est comme si vous laissez un vide du pouvoir, en quelque sorte, ne vous inquiétez pas, il va être rempli. Il va être rempli par des horreurs. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire un vide du pouvoir et qu'après les gens vont se faire des bisous. Je pense que s'il y a un vide du pouvoir, les pires formes de tyrannie vont s'installer à la place de ce vide. Donc il faut effectivement, là j'arrive sur ma deuxième question, avoir des autorités qui remplissent des fonctions, y compris les fonctions qui nous font peur, comme l'armée, la police, avec des méthodes de contrôle qui soient efficientes, afin que ces organes-là ne deviennent pas eux-mêmes des sources de despotisme. Je vous donne un exemple, parce qu'après, dans le détail, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais celui que j'ai le plus approfondi, c'était celui des contrôleurs financiers. Donc des gens qui avaient un accès à tous les comptes bancaires, et qui, de ce fait-là, avaient une visibilité complète des flux financiers. Ce qui est extrêmement invasif et extrêmement dangereux, qui existe aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'ils ne l'ont pas, les gars, mais c'est quand même une source de pouvoir qui vraiment fait peur. Et là, il m'a semblé que, par exemple, on pourrait déjà en avoir deux, c'est toujours mieux de diviser un peu le pouvoir, deux groupes de contrôleurs, et, si possible, adversaires, qui se détestent un peu les uns et les autres, et qui se contrôlent les uns et les autres.
les contrôleurs de l'un contrôlent ce que font les autres, et vice-versa. Et pour qu'ils se détestent, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des règles de recrutement, par exemple, telles qu'ils vont se détester. Alors, il y avait un groupe là qui est recruté par des jeunes. On prend des jeunes sur concours type grandes écoles, on les paye super bien, et on leur fait un concours mathématisé super dur. Et à ce moment-là, ils arrivent, ils sont tout fiers, c'est une espèce d'élite, et on les paye très bien. Puis vous en recrutez d'autres. Alors là, vous les prenez au contraire plutôt vers 50 ans, du fait de leur dossier, de leur machin, de tout ce qu'ils ont fait, de leur honnêteté au cours de leur vie, de leurs résultats professionnels. Vous validez leurs acquis de l'expérience et vous les recrutez sur cette base-là. Pas de problème, ils vont se détester. Les jeunes vont considérer que les vieux sont des crétins, les lourds, des imbéciles, des mollasses, etc. Les autres vont considérer que les jeunes sont arrogants, prétentieux. Très bien, c'est parfait, parfait. Ils se contrôleront les uns les autres. Je pense que quand on pense armée, police, il faut aussi penser, quand on pense à la force, vous voyez ce que je veux dire, et donc au danger des armes, ces choses-là, il faut penser à ne pas donner toutes les armes entre les mêmes mains. Ce serait probablement dangereux. Et j'en ai discuté avec un militaire qui m'a demandé qu'est-ce qu'on fait de l'armée misarchiste. Et alors on a parlé élection des chefs, tactique de guérilla, décentralisation, organisation. Il faut que ce soit pas trop sur le modèle de la pyramide, toujours, puisque c'est de là que viennent les potentiels tyrannies. Misarchie et autorité légitime. Je crois que la démocratie, c'est une misarchie. Quand vous dites égalité, liberté, égalité. Si je parle des valeurs, hein, je parle des valeurs. Les valeurs de toutes les... Nous, on a liberté, égalité, fraternité. Bon, ok. Mais si vous prenez l'ensemble des démocraties, donc si vous prenez un niveau un peu plus global, elles ont toutes liberté et égalité. Et fraternité, c'est à nous, quoi. C'est un truc un peu spécifique. Mais c'est toujours liberté et égalité qui sont les fondements, les bases des valeurs qui défendent la démocratie. Et de démocratie libérale, hein, j'entends, je vois froncer les sourcils, je parle de la démocratie libérale telle qu'elle est apparue au XVIIIe siècle, et pas de la démocratie athénienne, évidemment, qui était un autre modèle de ce point de vue-là. Mais depuis qu'on est dans les démocraties libérales, là, depuis le XVIIIe siècle, c'est sur ces bases-là qu'on les a reconstruites, et sur la base des droits fondamentaux, et donc de la liberté et de l'égalité. Si vous regardez la liberté, eh bien, le pouvoir est une menace à la liberté. Si vous êtes soumis, vous êtes moins libre que vous ne s'y êtes pas soumis. Et si vous regardez l'égalité, c'est la même chose. Le pouvoir est une menace à l'égalité. Si vous avez du pouvoir, vous avez un fort et vous avez un faible, sinon c'est pas du pouvoir. Et donc le pouvoir, eh bien, il est aussi une rupture d'égalité. Le pouvoir, c'est ce qui est commun à la liberté et à l'égalité, c'est-à-dire comme aversion commune. C'est ce qu'on déteste, que l'on soit pour la liberté ou que l'on soit pour l'égalité. Et quand on veut les deux, si on a un point commun, c'est bien de se méfier du pouvoir. Je pense que l'idéal démocratique, c'est un idéal misarchiste. Et que ce sont mes valeurs. Je suis pour la liberté et pour l'égalité. Et je suis démocrate, finalement. Hein. Mais je voudrais une espèce d'hyper-démocratie. Alors si je dis voyage en démocratie, les gars ils vont dire on va pas voyager bien loin, quoi. Mais j'aurais pu dire voyage en démocratie réelle. Ils vont dire alors je me suis dit voyage en misarchie. En fait ça veut presque dire la même chose. Mais sauf que si on veut exprimer que ce que j'ai écrit est une étape d'après, une étape de plus, et ça l'est quand même, puisqu'on a supprimé le capitalisme et l'État quand même, hein, on a fait du boulot. Eh bien, si on veut bien penser que c'est l'étape d'après, je crois qu'il convient d'avoir un autre mot. Alors, comme il y en a encore du pouvoir, vous avez bien raison. Et donc, ce n'est pas... Anarchie ne convient pas. Si je dis anarchie, les gars vont me dire anarchie avec de l'impôt, avec de la police, tu te moques de nous, il y a du droit partout... Ah oui, en réalité, je ne me moquerai pas tant que ça d'eux, parce que les vraies théories anarchistes contiennent du droit, contiennent de la police, contiennent. Mais il y a une espèce de mythologie libertaire qui fait qu'il n'y a plus de tout ça, il n'y a plus de rien. Oui, il n'y a plus de rien. En fait, si dans les vrais théoriciens, ils avaient mis des trucs pour que ça tienne. Donc, peu importe. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai choisi Misarchie. On n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Bien sûr qu'il y en a. Eh oui, mais comment faire ? Même dans un couple, c'est difficile d'avoir l'égalité stricte. Je ne dis pas que ce n'est pas un objectif. C'est dur.
Alors, pensez donc au niveau global, est-ce qu'on va arriver à supprimer le pouvoir? Les gars, il y a des leaders. Non, on n'y arrivera pas. Les êtres humains se mettent facilement dans des hiérarchies. Donc, ok, il y en aura. Faisons en sorte qu'elle soit le moins invasive, le moins tyrannique possible, et qu'on soit dans un système d'autonomie aussi grand que possible, et ça ira pas au sommet du truc, mais quand même on peut faire mieux, et voilà, c'est ce que je propose. Et puis voilà, je parle trop. Sinon, Pierre Clastre, hyper sympa. Partage du pouvoir, j'adore. Tout ça, c'est et aller, bien sûr, l'ouvrage de Pierre Clastre est fantastique, La Société sans État, avec les Indiens et tout. Ça a été discuté d'ailleurs, y compris par certains autres anthropologues libertaires qui ont dit que les sociétés qu'il écrivait étaient peut-être pas aussi simples que ça. Mais passons, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ça est très sympathique. Et donc, oui, il faut plus d'autonomie, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura une autonomie, faire sa propre norme. Mais si on est deux, hein, de toute façon, on ne fera pas notre propre norme. Déjà à deux, il faudra qu'on la fasse ensemble. Donc, elle ne peut pas être absolue, l'autonomie. Bien, avant de redonner la parole à la salle pour des questions, les co-organisateurs ont des questions aussi qu'on se pose. Il y en a eu deux que je voudrais te poser. C'est, on a le sentiment dans ton organisation qui n'aime pas la pyramide que seuls des individus peuvent être membres de districts ou d'associations, et donc on ne peut pas avoir une association membre d'une autre association ou un district membre d'un autre. Est-ce que tu peux nous confirmer ce point? Est-ce que ça signifie que c'est la fin juridique de la personne morale? C'est une question à se poser. Est-ce que c'est aussi la fin de la notion de souveraineté, de souverain de facto? Donc voilà cette question, si tu pouvais nous les éclaircir d'un point de vue juridique. Et la deuxième question qu'on aimerait te poser, on a vu que on ne pouvait pas quitter on peut scissionner en tant que district. Un district peut scissionner, dire nous ne sommes pas d'accord avec les règles communes. Mais dans le livre, tu dis à un moment donné, oui, mais il n'est pas acceptable que cette sortie se fasse pour des raisons budgétaires, de prélèvement, soit une rupture de solidarité. Très bien sur le principe. Comment l'organises-tu de façon effective? Est-ce que tu as pensé à ceci? Donc on cherche à aller au-delà, bien sûr, du livre tel qu'il est écrit. Et on refera après un tour sur la salle, si vous le voulez bien. Henri, tu veux? Peut-être pour le réseau AEF. Voilà. Non, c'est une remarque générale. Dans la situation dans laquelle, qui est une situation un peu grise, le moins qu'on puisse dire, l'idée qu'on puisse faire des choses différentes, c'est une idée qui est peu répandue. Quand je dis qu'elle est peu répandue, elle est extrêmement peu répandue. Or, il me semble que si on veut pas forcément arriver à l'idéal, et toi-même tu dis que tu ne veux pas l'idéal, mais si on n'a pas un objectif différent, fort, différent de la société quelle qu'elle est, et ton projet est différent de la société quelle qu'elle est, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Voilà. Je m'excuse de la banalité des propos. Il en demeure moins que la banalité de mes propos ne correspond strictement pas à la réalité de ce qui existe dans ce qu'on peut encore appeler la gauche. Voilà. Et que même dans les gauches les plus radicales, d'une certaine façon, ce qu'on veut, c'est conquérir l'État tel qu'il est. Alors peut-être en le changeant, hein, mais reprendre l'État tel qu'il est. Alors tout ça pour dire que je ne suis pas sûr qu'en regardant dans tous les détails, même je suis sûr du contraire, hein, de ce que tu proposes, ce soit faisable, que ce soit exactement comme ça qu'il faudrait faire. Mais l'idée qu'il faille un changement radical par rapport aux pensées actuelles et par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, me semble tout à fait fondamental. Et je t'ai écouté avec un plaisir non important. Et bref, c'est passionnant. L'idée qu'on puisse vivre autrement, au jour d'aujourd'hui, ce serait pas mal si on arrivait un peu à le répandre. C'est juste une impression. Je peux peut-être passer la parole à quelqu'un, monsieur. Merci. Oui, non, j'ai pas lu votre livre encore, je vais le faire incessamment, quoi. Mais alors j'aurais deux questions. Une, la misarchie est-elle possible dans un seul pays? Vous avez l'air de le penser,
Et vous le développez même, et là, ça me pose question. La deuxième question, vous dites que la misarchie n'est possible qu'en dépassant ou en rompant ou avec le capitalisme. Bon, alors, j'ai bien compris que ce n'était pas exactement le sujet de la soirée, mais comment Comment ce qui revient un peu, d'ailleurs, à la première question, à la misarchie dans un seul pays. Parce qu'en même temps, vous expliquez que dans la misarchie, il pourrait y avoir des oppositions, là vous l'avez décrite, entre des gens qui sont très bien payés, et des gens qui seraient beaucoup moins payés, parce que ça permettrait à la démocratie réelle d'exister. Ça fait quand même une différenciation sociale qui rappelle un petit peu l'organisation capitaliste sauvage elle-même. Donc là, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris, et qui peut amener une reproduction de la différenciation sociale et de l'opposition de classe, qui n'est pas vraiment une rupture avec le capitalisme. Voilà, c'est tout. J'ai pas bien compris comment... voilà. Mais là, et puis surtout, dans un seul pays... Oui, bonsoir. Moi aussi, j'adhère tout à fait au projet. J'ai même rêvé pendant longtemps d'écrire ce type d'ouvrage. Donc je vais lire avec attention le vôtre. Par contre, sur la réalisation, je suis pas sûr d'être... je pense pas que j'écrirai la même chose. Parce que, par exemple, vous avez pris l'image de couper les têtes, enfin la tête, et donc ça fait un peu hydre de Lerne, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui repoussent. Et on se demande si c'est pas une inflation bureaucratique à terme qui se produit, et du coup aussi une différenciation de classe avec des experts, des spécialistes, etc., qui vont monopoliser, quoi qu'il arrive, le savoir, et c'est eux qui sauront ce qu'il faut faire, quoi. Et vous dites que vous êtes, c'est pas du proudhonisme, pourtant vous reprenez pas mal d'éléments, quoi. Et on pourrait d'ailleurs se donner l'impression que vous vantez les mérites de la concurrence, de tous contre tous. La misarchie, c'est peut-être plutôt la haine entre les chefs ou le combat des chefs, quoi, permanent. Et donc c'est un peu... bon, enfin voilà. Puis comme la distinction entre droit de propriété et possession chez Proudhon, par exemple, ça ressemble un peu à ce que vous dites. Et ça me fait penser aussi un petit peu à la notion de communauté aux États-Unis. Le district, on appartient à la communauté, etc. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable. Vous dites, je suis pour l'école libre. Mais pourquoi être pour l'école, déjà? C'est aussi déjà une première question. Il y a déjà eu... Ah oui, c'est misarchie, c'est pas anarchie, on a perçu la nuance. Hein. Il y a d'autres solutions, entre guillemets, proposées, qui peuvent rappeler aussi les États-Unis par certains côtés. Mais c'est ce qu'on appelle le peuple en armes, par exemple. Le peuple en armes. Ben, bon, je termine, j'en ai pas pour longtemps. Et après, la notion de droit, si c'est l'expression abstraite des rapports de production, effectivement, il faudrait peut-être en dire un peu plus. Et on se demande pourquoi les droits et les normes subsistent. On pourrait parler d'usage ou imaginer autre chose, quoi, des pratiques, une praxis. Et alors, est-ce que c'est pas, là c'est peut-être une petite pique, pour vous garder un job? Merci beaucoup. Ça va me permettre de préciser plein de trucs, parce que ces questions sont importantes. Bon. Et comment dire, le réflexe de méfiance qui s'exprime est un excellent réflexe. Je veux dire, et même quand vous disiez, de toute façon, même si on n'est pas d'accord, bon, mais bien sûr, quand on est dans un groupe de personnes qui pensent par elles-mêmes, elles ne sont jamais totalement d'accord. Et c'est tant mieux. Et c'est parfait. Et si on est totalement d'accord, c'est louche. Ça veut dire qu'on a mis en place une espèce de saleté. Donc, le fait qu'on puisse être en désaccord me semble très bon, très très bon. Ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, en misarchie, les gens sont toujours en désaccord les uns avec les autres. Ils n'arrêtent pas de se taper sur la gueule. Et ils ont des opinions très très variées. Et je pense que c'est absolument crucial. Et sinon, c'est qu'en fait, on a généré un despotisme. Il ne s'agit pas de refaire une utopie totalitaire, comme il y en a eu plein qui ont été faites. Ça, c'est préambule. Alors, d'abord, les questions... bon, ça, et tout est discutable, de toute façon, y compris... tout est discutable, y compris dans mon livre, il discute de tout. C'est-à-dire qu'aucune des règles qui sont fixées dans ce livre n'apparaît comme une espèce de vérité intangible, et toutes sont en débat. En fait, il ne s'agit que des règles
que j'ai été, comment dire, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, bon, voilà, à mon avis, c'est laquelle la meilleure, tout en étant praticable. Et à la fin, je suis arrivé à ça, et voilà ce qu'elles sont. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que le système tel qu'il existe en Misarchie est très précisément ce que je pense. Mais c'est donc très précisément différent de ce que chacun d'entre nous ici pense, puisque chacun a une pensée propre, et c'est tant mieux. Alors, personne morale. Souveraineté, enchaînement. C'est là que, quand je disais que c'était pas proudhonien, je voulais dire, ce n'est pas la fédération proudhonienne. J'ai pas dit pas proudhonien du tout. Possession, c'est très proche, ces trucs-là. Donc, en revanche, dans la fédération, dans le principe fédératif de Proudhon, on a les organisations de base de type communal qui ensuite, au niveau supérieur, délèguent des personnes qui ensuite délèguent des personnes. Ce qui nous fait en fait l'équivalent d'un suffrage indirect, ce qui me semble terriblement dangereux. Le suffrage indirect génère des notables, génère des choses qui sont tous les individus qui appartiennent à chacun des deux groupes. C'est pas les deux organisations qui vont élire chacune une personne et qui vont se débrouiller entre elles pour faire le niveau supra. Si jamais on se réunit, eh bien, tous les individus qui étaient dans l'un et tous les individus qui étaient dans l'autre éliront directement ceux qui sont au niveau supra. Et ce qui permettra d'éviter les élections indirectes qui sont dégoûtantes et qui généralement ne fonctionnent pas. Donc toutes les associations, tous les districts sont composés d'individus. Il en existe de tailles différentes, naturellement. Et donc, à l'intérieur d'un district, il peut y avoir plusieurs districts, bien entendu. Mais ces districts-là ne sont pas les membres votants du district supérieur, ce sont les individus qui sont à l'intérieur. Donc, il n'existe pas, par exemple, de groupe de société. C'est dégoûtant, les groupes de société. Une personne morale n'est jamais membre d'une personne morale. Si vous avez une entreprise, eh bien, les membres de l'entreprise sont les travailleurs de cette entreprise. Voilà. Bon, il peut y avoir un rôle des consommateurs aussi, pourquoi pas. Ça dépend des cas, ça peut être mélangé. Et puis dans certains cas, c'est seulement les usagers, puisque dans un truc monopolistique. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont toujours des individus qui sont membres de la personne morale. Est-ce que la personne morale a disparu? Non. Mais simplement, il n'y a pas de personne morale de personne morale. Ça se discute, hein. Ça se discute notamment quand on voit l'organisation des organisations syndicales, qui sont, comme vous savez, organisées en fédération et en confédération. Ça marche un peu quand même. Heureusement qu'on a des organisations syndicales. Mais c'est du suffrage indirect. Alors, du coup, ça crée des choses un peu compliquées. Et ça se discute. Donc, a priori, je suis favorable, moi, aux élections directes et pas aux élections indirectes. Ensuite, un seul pays et le capitalisme. Deux vastes questions. Alors, pardon? Excuse-moi. Solidarité, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Scission de district et solidarité. Oups, je l'ai mis dans le carré d'à côté, c'est pour ça. Donc je me suis perdu. Non. Alors, en fait, il y a des districts qui sont qualifiés de solidaires. C'est-à-dire des districts qui ont pour fonction d'exprimer la solidarité. Bon, typiquement, la sécurité sociale. Assurance obligatoire. Assurance obligatoire, scission, par exemple, des cadres, comme c'était le débat en 1945. Est-ce que les cadres peuvent faire scission de la sécurité sociale parce que s'ils se mettent rien qu'entre eux, ils auront un meilleur système de santé, parce qu'ils sont moins malades, et puis parce qu'ils ont plus de sous, et que ça leur coûtera finalement moins cher pour avoir des meilleurs soins. Les cadres ont intérêt à scissionner de la sécurité sociale. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Eh ben non, parce qu'on a mis le tampon solidarité. Donc il existe des districts solidaires, qui sont principalement d'ailleurs des districts de type prélèvement obligatoire. On ne peut pas échapper à un certain nombre de dispositifs de redistribution, faute de quoi les riches vont faire scission, quoi. Non, c'est pas possible, ça ne marchera plus. Donc il existe des mécanismes de redistribution. Donc il existe par exemple un équivalent impôt sur le revenu progressif, lequel, on ne fait pas scission du district qui récolte l'impôt sur le revenu progressif quand on est riche. Ben non. Donc, mais ce sont des districts spécialisés.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va essayer de voir où est la solidarité nécessaire, et on va dire, tiens, un district solidaire 1, 2, 3, lesquels? Discutons. Mais trouvons des lieux de solidarité nécessaire, contributive, qualifions-les de solidaires et interdisons la scission. En revanche, une fois qu'on les a faits, sur le reste, allez-y les gars, liberté totale, vous scissionnez tant que vous voulez et vous organisez du coup comme vous voulez. Ce qui est quand même le principe, et l'exception étant la nécessité effectivement d'organismes solidaires. D'accord. Alors, ça tombe bien. Merci pour cette question qui me renvoie directement sur la question. Le capitalisme a été aboli. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a été aboli sous une forme minimale. Donc vous allez me dire qu'il reste, en un sens, il en reste. Oui, par exemple, parce que je ne voulais pas abolir la liberté d'entreprendre. C'est très important pour moi, la liberté d'entreprendre. Je veux qu'on puisse construire son entreprise. Et voilà. Et si on a une société dans laquelle il n'y a pas de liberté de construire son entreprise, alors il n'y a plus de liberté, c'est dégoûtant, ça ne me plaît pas. Exactement. 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 Donc je veux conserver la liberté d'entreprendre et supprimer le capitalisme. Est-ce que c'est possible? Oui, vous me dites même que c'est évident. Mais je vous jure que cette évidence-là, il a fallu l'argumenter, la travailler, et notamment pour expliciter le système par lequel du capital est attribué à l'entreprise, récupéré par l'entreprise que je crée. Sans qu'il y ait de spoliation et sans qu'il y ait de pouvoir qui soit accordé à celui qui transmet le capital, escalité, seuls les travailleurs ayant le pouvoir de. Alors bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, il y a 100 pages de bouquin qu'on me fait faire en 5 minutes, hein, les gars. Donc, mais j'ai pas envie de le faire en plus, parce qu'il m'a dit, on ne fait pas ça. Mais parce que c'était pour faire les problèmes. Non, alors l'idée, je vous l'ai dit très simplement. Quelqu'un qui construit son entreprise et qui aura besoin pour cette entreprise-là donc d'un certain nombre de capitaux pour acheter des machines, des locaux, des machins, ça existe. Il va avoir besoin de monnaie. J'ai maintenu la monnaie, hein, que les choses soient claires. Il a besoin d'argent. Il peut se financer de 2 manières. Il peut se financer alors aujourd'hui, il peut se financer de 3 manières. Il peut se financer par les banques, il peut se financer par son propre pognon, et il peut se financer par des apporteurs de capitaux qui auront du pouvoir sur sa boîte. D'accord ? Actuellement, c'est ça. Supprimons le 3e, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. L'apporteur de capitaux a le pouvoir sur l'entreprise, même si ce n'est pas lui qui travaille. D'accord ? Donc je le supprime. Il me reste 2. Il y en a 2. Oui. Non. Je me comprends. On peut. C'est d'ailleurs un certain mutualisme proudhonien disait la banque va suffire, une banque publique d'investissement qui va. C'est la vieille idée. Hein, c'est une très vieille idée selon laquelle le travail peut louer le capital. C'est quand même beaucoup mieux que le capital qui loue le travail. Ce qui est tout à fait mon avis. Tout à fait mon avis. D'accord ? L'idée selon laquelle les gens sont détenteurs de biens personnels et les mettent dans leur entreprise, vous pouvez, je ne suis pas contre la propriété par le travailleur des moyens de son travail. Pas du tout. Les moyens de production détenus par le travailleur, ça ne me dérange pas du tout. Je dirais même que j'y suis très favorable. Mais ça se discute, hein, mais moi j'y suis très favorable. C'est-à-dire que si jamais les moyens, par exemple la terre, n'appartient pas aux paysans, elle appartiendra à quelqu'un d'autre. Et celui-là, il va en retirer du pouvoir et il va lui faire du mal. C'est mon avis. Mais ça se discute. Et je suis personnellement très favorable à oui, mais ou pour l'artisan. Si jamais vous dites que les machines et les locaux appartiennent à quelqu'un d'autre qu'à l'artisan qui est en train de bosser, eh bien, il n'aura pas l'autonomie sur son travail. Donc je suis favorable à ce que les gens soient propriétaires de leurs moyens de production. S'ils sont propriétaires de leurs moyens de production, cela conduira à ce que les gens puissent mettre une partie de leur fortune personnelle dans leurs moyens de production.
Et vous aurez le mécanisme qui d'ailleurs peut exister aujourd'hui de quelqu'un qui lance sa boîte, il vend sa baraque, ou il avait mis un peu de sous de côté, je sais pas quoi, il met les sous dans la baraque, il construit son truc, il achète son camion à pizza, il l'achète, crac, il met du cash, il commence à bosser, il bosse beaucoup, finalement le camion à pizza marche bien, et à ce moment-là, il embauche quelqu'un pour bosser avec lui. D'accord ? Et alors comment on fait ? On partage en deux le camion à pizza ? Et peut-être que le deuxième, à ce moment-là, quand il arrive, il n'a pas d'argent, vous comprenez ? Et peut-être qu'il est là que depuis une semaine, et que l'autre, ça fait 3 ans qu'il a construit la clientèle, qu'il a bossé, qu'il a mis ses sous, etc. Est-ce qu'on va partager par moitié tout de suite, un homme, une voix, en quelque sorte ? Je pense que si on fait ça, eh bien, le type du camion à pizza, il n'embauchera jamais personne, parce que, voilà, et que du coup, vous n'avez plus que des entreprises individuelles, et c'est pas terrible. Et puis, de temps en temps, on a besoin de trucs un peu plus collectifs. Donc, je veux que le type du camion à pizza puisse embaucher quelqu'un. Bon, alors, au départ, ça veut faire quoi ? Exactement ce que vous avez dit, ça va nous faire un salarié. Est-ce que ce type va être en position d'infériorité ? Ben oui, puisque j'ai laissé le pouvoir au type qui avait monté sa boîte. Est-ce qu'il va être en position d'infériorité ? Oui. Est-ce que c'est un problème ? Bien sûr, mais sinon j'ai supprimé en un sens la liberté d'entreprendre, au sens auquel je tiens. En revanche, prenons les deux mêmes schnocks qui sont toujours dans leur camion à pizza, il s'est passé 15 ans. Et il y en a toujours un qui est le patron et toujours l'autre qui est le salarié. Et bien au bout de 15 ans, c'est juste faux. Autant au départ, le type avait bossé tout seul, il a mis ses sous, c'était logique. Autant 15 ans plus tard, eh bien, en réalité, elle doit être à eux deux, la boîte, parce que ça fait 15 ans qu'ils bossent ensemble. Et pour de vrai, l'entreprise, c'est le résultat du travail des deux. Et donc, il convient qu'au bout de 10 ans, je ne sais pas combien de temps, il convient que l'entreprise soit cette fois-ci strictement égalitaire. D'accord ? Alors, comment passer de l'un à l'autre ? Eh bien, il me semble que c'est pas très compliqué. On peut faire un truc progressif. Et ce truc progressif, ce serait une partie du salaire qui serait consacrée au remboursement du capital qui a été mis par celui qui s'est lancé au départ. Remboursement du capital qui permet, au bout d'un impératif, remboursement du capital impératif qui fait qu'au bout de X temps, ces deux-là seront nécessairement en autogestion. Alors évidemment, là, je vous le fais à deux. Si vous avez un capitaliste et 1000 salariés, il est évident que le capitaliste tout seul n'aura jamais, même pas au départ, le pouvoir sur 1000 salariés, même pas une seconde. Mais en revanche, qu'il ait un droit de vote préférentiel et qui ne vote pas 1/1000, mais qui vote, je sais pas moi, un centième. Enfin bref, après j'ai fait des formules mathématiques qui font que le droit de vote varie dans le temps et il varie selon le nombre de travailleurs, sachant que, évidemment, quand il y a beaucoup de travailleurs, il n'est pas question que vous ayez la majorité tout seul, mais que vous ayez une part préférentielle fondante ne dérange pas. D'ailleurs, toutes les propriétés doivent être fondantes, c'est le principe selon lequel la propriété fonde. Mais ça, c'est une autre question, un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce faisant, je n'ai pas instauré l'égalité, c'est vrai, hein, l'égalité stricte de tous dans toutes les entreprises. Donc, est-ce qu'il reste du salariat ? Oui. D'ailleurs, l'égalité stricte, même si tout le monde vote à égalité dans une boîte, elle n'existe pas non plus. Quand vous regardez les SCOP, quand vous regardez les coopératives, en réalité, les gars, ils élisent des dirigeants, et c'est peut-être qu'ils sont élus, mais ils dirigent quand même. Hein. Et donc, ils sont salariés. Hein, dans les travailleurs des coopératives et des SCOP, ils sont salariés. Est-ce qu'ils sont salariés ? À juste titre. Est-ce qu'on applique le droit du travail ? À juste titre. Est-ce qu'il y a des droits syndicaux et des élus du personnel ? À juste titre. Est-ce qu'on en garde en misarchie, même si c'est autogéré ? Oui, parce que le pouvoir existe quand même. D'accord ? Donc, je ne crois pas à la disparition du pouvoir. Ça, je crois que ça, c'est du gros fantasme. Je crois à la réduction du pouvoir. Est-ce qu'on a supprimé le capitalisme ? Eh bien, ce qui fait le cœur du capitalisme, pour moi, ce sont deux choses. C'est un, le détenteur de capital ès-qualité a du pouvoir, même s'il ne travaille pas. Ça, c'est supprimé. Non du pouvoir que ceux qui travaillent dans l'entreprise. Parfois, de façon un peu... Dans mon système, hein, j'entends. Deuxième caractéristique, le capitalisme, c'est le dividende. C'est le dividende. C'est la captation du profit par le détenteur du capital. Et là, le profit, il peut être utilisé de plein de façons différentes. Il peut être utilisé pour rembourser le capital qui a été mis. Il peut être filé aux banques, parce que c'est quand même un financement en refaisant un système bancaire différent, mutualiste, sympathique, bref. Il peut être filé aux banques. Il peut servir en salaire. Il peut en dividende, non.
Voilà. Donc on a supprimé les dividendes. Donc si j'ai supprimé le pouvoir du capital escalité et les dividendes, j'ai supprimé le gros morceau du capitalisme. Est-ce qu'il reste des trucs est-ce que c'est un monde parfait? Non. Et l'accumulation alors Qu'est-ce qu'il y a Oui. Non. Mais alors, oui, je sais bien. Mais attention, si vous voulez me dire la chose suivante. 1, on a supprimé le pouvoir. 2, on a supprimé l'exploitation. 3, on a supprimé. Ok, faites-le. Est-ce que j'ai trouvé le moyen de le faire? Moi, la réponse, c'est non. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai trouvé un système fonctionnel avec des êtres humains tels qu'ils existent et qui soit dans mon esprit réaliste, dans lequel il y ait une égalité parfaite, une absence d'exploitation, et des gens avec des ailes dans le dos qui se font des bisous. Non mais je sais bien, mais moi, il m'a semblé que l'être humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'on n'est plus au 19e siècle, on a un être humain, maintenant on le connaît, on en connaît mieux les aspects noirs, et pas noirs du fait des institutions. C'est-à-dire qu'on disait au 19e, c'est les institutions qui rendent l'homme, machin, et si on les change, il va devenir gentil. Mon œil. Oui, mais je parle des utopistes du début du 19e qui ont vraiment cru ça très fort. Et du mouvement utopiste, je parle pas de Hobbes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je connais l'être humain. Mieux. Je veux dire, on sait de quoi il est capable. Alors si on a confiance dans l'être humain, c'est le droit de chacun. On peut peut-être imaginer un système meilleur que le mien. Mais moi, je suis méfiant de l'être humain. Et donc, effectivement, le système que j'ai construit est un système imparfait. Est-ce qu'on a supprimé les rapports de domination? Non, il y en a, on les a diminués, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a supprimé les inégalités? Vous me disiez les inégalités. N'a-t-on pas recréé l'enfer des inégalités dans ce système? Je peux vous dire qu'avec toutes les règles qui sont prévues, les inégalités sont très profondément réduites. Est-ce qu'elles sont supprimées? Non. Est-ce que je suis favorable à ce qu'elles soient supprimées? Non. Alors, il y a de combien à combien? D'accord? Je pense que dans les tranches, si on met des tranches supérieures d'impôt sur le revenu à 95%, si on a une propriété fondante ça c'est pour l'accumulation. Il y a des règles pour empêcher l'accumulation parce que la nature, effectivement, de l'argent, c'est d'aller à l'argent et ça produit des systèmes d'accumulation qui sont extrêmement dangereux. C'est pour ça que j'ai mis en place toute une série de règles relatives à la propriété qui doit fondre en même temps. Ce qui permet, cette fonte-là compense le phénomène d'accumulation qui devrait permettre d'éviter justement ces phénomènes d'accumulation et d'accaparation épouvantables dans lesquels on vit. Et il y a des règles aussi sur les hiérarchies de salaire qui fait qu'en fonction de la taille de l'entreprise, les hiérarchies de salaire sont plafonnées, c'est-à-dire que dans une entreprise, on ne peut pas aller au-delà de... Et donc ça permet, ça plus le régime fiscal, il y a plein de règles qui permettent, et plus la propriété fondante, tranquillement, l'horreur dans laquelle on est, évidemment, est impossible, et même l'horreur dans laquelle on était dans les années 70 et qui pourtant était très sensiblement moins grave qu'aujourd'hui. Il y avait vraiment une grosse différence, mais quand même, c'était encore très inégalitaire. Donc, est-ce qu'il en reste? Oui. Est-ce qu'il en reste beaucoup moins? Oui. Est-ce que ça vous satisfera? J'en sais rien, moi, je sais pas quel niveau d'égalité. D'ailleurs, dans le bouquin, il y a un groupe de gars qui s'appellent les égalitaristes qui gueulent tout le temps parce que les aplatisseurs. Alors, les aplatisseurs, ils sont toujours en train de gueuler en disant c'est dégueulasse, on va pas assez loin, les hiérarchies immondes qui se demeurent, et donc voilà, mais c'est pas le système qui a été adopté et qui est donc un système. Un seul pays. J'essaie d'aller au plus vite, mais c'est des grosses questions en fait à chaque fois. Non, c'est une question super difficile. Alors, l'idée selon laquelle le changement ne peut être que total ou ne peut pas advenir, et l'absence de possibilité de changement, c'est la même chose. Parce que avant qu'on change toute la planète, Tintin cacahuète. Déjà, si j'ose m'exprimer ainsi,
Ça date, pardon. Si un changement suppose un changement global, c'est désespérant. Déjà, je pense qu'il faut essayer, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de penser à un changement partiel. En supposant, par exemple, qu'un pays de la taille de la France décide d'adopter ça, il convient pour que ce soit intéressant, que ce soit possible. C'est-à-dire que si c'est pas possible, alors j'ai échoué. Moi, je veux faire un système qui puisse être fait dans un seul pays. Parce que je veux un changement qui soit possible. Ce qui empêche aussi un changement absolu, ça fait un changement plus limité, et donc je ne suis pas dans la perfection. Alors, est-ce que ce serait possible d'avoir le système de... On me dit, par exemple, tiens, tu vas te faire broyer dans la concurrence capitaliste mondiale qui demeure. Je ne crois pas. Je reviendrai sur la concurrence. Ouais, je l'ai gardé. Ouais. Ô combien. Et ça se discute peut-être, mais je peux me justifier. Après, pas forcément être convaincant, hein, mais en tout cas, je peux expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait par hasard. Pardon ? Convaincant, je ne sais pas, mais instructif. Oui, ben, instructif peut-être, mais je pourrais expliquer pourquoi je suis favorable à la concurrence. Mais je le fais tout à l'heure. Bah, d'ailleurs, je vais d'abord parler de concurrence, et après je dirai pourquoi je suis favorable à la concurrence. Ça peut être une différence importante entre nous, hein, c'est pas un problème, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Et à ce moment-là, j'assumerai ma position, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Est-ce que les systèmes plus démocratiques sont moins concurrentiels que les systèmes moins démocratiques ? Moi, je pense qu'un système plus démocratique, par exemple, une entreprise qui est gérée par ses travailleurs, est-ce qu'elle est moins compétitive qu'une entreprise gérée par des capitalistes ? Je ne le crois pas. Moi, je crois que les grands capitalistes financiers qui gèrent de très loin sans rien connaître à la boîte et qui sont dans une espèce d'abstraction chiffrée et des bilans et qui cherchent des taux de profit, je pense que la façon dont ils gèrent est économiquement catastrophique. Et je pense qu'ils sont faciles à bouffer. Voilà, la vérité. Et est-ce que ce qui est plus démocratique permet aux énergies de plus de monde de s'exprimer ? La réponse, c'est oui. Parce qu'on est dans des systèmes qui sont oppressifs. Et donc, vous avez certaines personnes qui peuvent exprimer leurs énergies, mais pour la plupart, les personnes, on leur interdit d'exprimer leur énergie, parce qu'elles sont dans des systèmes d'oppression, on leur demande d'obéir et de fermer leur gueule. Et donc, si on a un système où il y a plus de liberté, et plus d'égalité aussi, eh bien, on a aussi des gens qui peuvent plus essayer de se réaliser, de construire des trucs, donc d'exprimer leur énergie. Et est-ce que ça, c'est compétitif ? Ouais, c'est compétitif, plus d'énergie des personnes. Donc, je pense que c'est plutôt libérateur, y compris dans un système de compétition. D'ailleurs, si on regarde l'histoire, je vais même aller plus loin, si on regarde l'histoire, les démocraties, enfin ceux qui étaient plus démocratiques, il y avait ceux qui étaient moins démocratiques. Eh bien, ceux qui étaient plus démocratiques ne sont pas plus gentils. Hein, ils ne sont pas plus gentils, ceux qui sont plus démocratiques. Et est-ce qu'ils sont plus dangereux que les autres ? Je pense que oui. L'Empire romain a été construit par la République romaine. Toute la conquête, c'est la République. Après, l'Empire, ça végète et ça se casse la gueule. La conquête historique, c'est la République. Et est-ce qu'ils étaient plus démocratiques que leurs voisins ? Oui. Est-ce qu'ils leur ont mis la pâtée ? Oui. L'Europe démocratique du 19e siècle. Oh la vache. C'est la colonisation. Génocidaire. C'est pas un grand moment de faiblesse de l'Europe, genre, les gars, ils avaient voté la République en 48, ils étaient super faibles. Ah non, pas du tout, ils se sont jetés sur la colonisation. Ils ont fait un carnage, c'était épouvantable. Est-ce que c'est chouette ? Non. Hein. Est-ce que ça a même été, dans certains cas, à la limite du génocide ? Est-ce que c'était super ? Hein ? Non. Est-ce que les démocraties sont menacées par les despotismes ? Les démocraties ont des bons moyens de défense. Et historiquement, c'est plutôt elles qui ont été les plus dominatrices. Athènes,
L'Empire athénien, enfin, je dis pas qu'ils ont été cool avec leurs voisins, c'est épouvantable. De la colonisation et de l'accaparement. L'Acropole, c'est parce qu'ils avaient pillé tous leurs voisins. Hein. La Ligue de Delphes, enfin bon, bref, je vous raconte pas tout. Les démocraties sont plutôt... Non, je pense que si on fait de la surdémocratie, c'est plutôt inquiétant pour nos voisins que pour nous, parce que je ne crois pas que les misarchistes sont plus gentils que les autres, et est-ce qu'ils pourront être prédateurs sur ce qui est autour? C'est plutôt ça qui est inquiétant, et ils devraient pouvoir l'être. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, il y a des gars qui s'appellent des pirates, que les gens détestent un peu, et qui effectivement sont plutôt des prédateurs dans les commerces extérieurs. Je ne crois pas que les gens soient gentils, on peut être plus démocratique, et c'est pas forcément... la menace ne vient pas forcément d'ailleurs. Donc je suis confiant, oui, je suis confiant. Je ne crois pas qu'on soit, parce qu'on est plus démocratique, plus faible. Historiquement, on peut dire, hélas, les plus démocratiques ont été plus forts, et souvent, c'était pas pour le meilleur. Hein, c'était pas gentil. Donc oui, un seul pays, je pense que c'est possible, mais même c'est plutôt inquiétant pour les autres. Pardon ? Alors, non, ce qu'il y a de vrai, c'est que la misarchie telle que je l'ai construite n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Là, c'est clair, quoi. Donc, et que de plus, il est inévitable d'avoir un contrôle de la monnaie et d'un contrôle de la banque pour construire un système misarchiste viable. Et donc, si jamais ça devait être fait à l'échelle de la France, ça ne pourrait pas être fait dans le cadre de l'Union européenne telle qu'on la connaît. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et donc, soit ça voudrait dire un changement très profond de l'Union européenne, soit ça voudrait dire une séparation de l'Union européenne, naturellement. Est-ce que c'est... Bon, bah c'est comme ça, parce que... Mais de toute façon, si vous faites un changement limité dans l'espace, eh bien, malheureusement, il n'est pas... les voisins ne le font pas, sinon il n'est pas limité dans l'espace. Maintenant, bien sûr, ce serait plus facile de le faire à plus grande échelle, hein, on est bien d'accord. Si ça pouvait être fait au niveau de l'Europe, ce serait beaucoup plus facile qu'au niveau de la France. Et si ça pouvait être fait au niveau de... Ben, ce serait encore plus facile. Mais n'acceptons pas cette facilité-là, parce que c'est aussi l'impossibilité de l'évolution séparée. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des systèmes plus démocratiques que le nôtre qui existent, et séparés. Regardez les Suisses. Et les Suisses, est-ce que c'est une catastrophe économique? Est-ce qu'ils sont ruinés dans la compétition mondiale, les Suisses, parce qu'ils sont plus démocratiques? Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'ils nous mettent comme raclée? On les déteste tellement ils sont forts.